Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde au cours de laquelle nous allons parler d'un sujet qui a été au cœur de l'actualité l'année dernière et que nous aimerions tous savoir définitivement derrière nous. Ce sujet est celui des interventions de terrain en temps de crise sanitaire, comment intervenir en toute sécurité. On peut légitimement penser qu'en la matière, le pire est passé et qu'on ne reviendra pas à la situation du printemps 2020, même s'il est quand même plus prudent de prendre en considération le risque, donc pour pouvoir anticiper si jamais cela se reproduit, et aussi et surtout de garder en mémoire les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pendant cette période. Je crois qu'il y a un petit problème de micro, mais sinon je prends... Je vais prendre directement... Allô. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que j'ai l'impression que celui-là, il grésille un petit peu. Donc voilà, on va le remettre à sa place. Alors, de nombreux métiers de terrain font partie de ce qu'on appelle la première ligne de la lutte contre l'épidémie. C'est un effet grâce au travail des livreurs, des techniciens, des opérateurs télécoms, des chauffagistes et tous ces autres métiers indispensables à l'économie et à la société qu'on a pu continuer à fonctionner malgré la crise sanitaire. Ces derniers ont dû s'adapter très rapidement à la nouvelle donne et trouver la façon de continuer à faire leur travail tout en protégeant leur santé, celle de leurs clients et celle de leurs collègues. De cette quête sont nées de nouvelles pratiques, ainsi que des réflexions autour de l'organisation du travail et des outils. C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Thierry Sapia, qui remplace au pied levé Jean-Michel Durocher de la société TimeTonic. TimeTonic est un éditeur français de solutions pour les métiers de terrain, mais pas que. Donc vous allez nous expliquer tout à l'heure cela plus en détail, Thierry Sapia. Alors Jean-Michel Durocher a été pris dans un problème de circulation, je crois un accident qu'il a bloqué. Donc voilà, merci d'assurer au pied levé son remplacement. C'est un plaisir. Vincent Canu, qui est directeur des comptes stratégiques chez IFS. Alors, IFS se définit comme un fournisseur mondial de solutions ERP, mais là aussi, le spectre est plus large. Vous allez nous raconter ça. Et Guillaume Laurency, qui est DSI de la société IDEX. IDEX, qui se présente lui-même souvent comme le plus petit des grands énergéticiens, donc est acteur d'un métier multitechnique. Là aussi, on va affiner ensemble le portrait. Et je vous propose que pour commencer, on fasse un petit tour de table justement pour que vous nous précisiez de manière plus claire donc, comment vous intervenez sur cette problématique des métiers de terrain. On commence par vous, Thierry Sapia, donc TimeTonic. On va rappeler quel est le... Donc, TimeTonic est une société française créée en 2016 qui a une particularité, c'est de mettre à disposition, au travers d'une technologie qu'on appelle le no-code, la capacité de pouvoir développer effectivement des applications assez rapidement, de façon agile, et notamment en répondant à des problématiques justement de mobilité, d'intervention sur le terrain. Donc nous sommes une société basée à Paris et depuis sa création en 2016, voilà, on a une petite vingtaine de récompenses de développement parce que nous avons une forte croyance que justement cette partie de no-code va nous permettre d'accélérer cet accompagnement terrain dans la gestion des interventions, dans la remontée d'informations et dans la fiabilisation des systèmes d'information. Alors, j'en profite de manière très opportuniste pour dire que ce soir à 17h30, il y a la remise des Mobility Awards, donc qui récompense les meilleures réalisations. Évidemment, on va pas dévoiler en avant les noms, mais voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Vincent Canu, IFS, on peut expliquer, je dis que le spectre aux activités était large, beaucoup plus large que ce que j'ai présenté. Oui, bonjour. Oui, c'est bon. Donc oui, effectivement, IFS, donc c'est vrai, se définit comme un éditeur mondial de logiciels ERP, mais beaucoup plus large que ça, en fait, en l'occurrence, j'aurais plutôt tendance à dire du logiciel d'entreprise, et qui couvre effectivement depuis la fonction finance jusqu'à l'intervention terrain. Donc on est reconnu par diverses analyses comme Gartner, IDC, comme étant un des leaders de l'industrie. Un peu plus de 4000 personnes, c'est une société suédoise, donc européenne. Et effectivement, donc, on adresse
l'ensemble des problématiques de gestion d'équipement, d'intervention, de planification, voilà, et donc tous les autres domaines qu'on va aborder aujourd'hui. Guillaume Laurency, on peut affiner un petit peu le portrait d'IDEX? Alors, IDEX a bâti son histoire en étant principalement un acteur de la maintenance multitechnique dans tous les métiers de l'énergie, en étant effectivement ce petit poussé derrière les géants de l'énergie. Aujourd'hui, nos métiers nous placent de plus en plus comme étant vraiment un acteur référent, intégré, engagé dans la transition écologique des territoires. C'est-à-dire que c'est vraiment maintenant un service de bout en bout qui s'impose. Et dans ce cadre-là, c'est à peu près 2/3 des 5000 personnes du groupe IDEX qui sont sur le terrain tous les jours, à intervenir sur des installations, à proposer toute l'évolution de l'installation, la maintenance, le maintien en condition, etc. pour ses clients. Et d'ailleurs jusqu'à certains aspects très liés au Covid, tels que la qualité de l'air. Voilà à peu près le périmètre. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander, vous Vincent Canu et vous Thierry Sapia, si d'abord la crise a beaucoup affecté votre propre activité. En fait, vous êtes plutôt dans le logiciel. Parce que déjà, pour pouvoir aider ses clients, il faut pouvoir fonctionner soi-même. Vincent Canu, est-ce que vous avez été très... ça a été très affecté ou pas? Oui, effectivement, bon, ça a été toujours un petit peu compliqué, un petit peu pour tout le monde. Je dirais quand même que, en tant qu'éditeur logiciel, on a peut-être été quand même un petit peu plus épargné que d'autres par cette crise. À savoir que, par nature, je dirais, notre core business est vraiment basé sur tout ce qui est collaboration. On est organisé par équipe virtuelle. Donc, je dirais, d'un point de vue structurel, d'un point de vue organisationnel, ça n'a pas vraiment été une difficulté forte pour nous de s'adapter et de travailler avec du télétravail et ce genre de choses. Ça s'est passé plutôt assez facilement. Après, c'est vrai que d'un point de vue business, nos clients sont dans le monde du service et donc on a vu quand même un fort impact pour eux et donc par ricochet, ça a été sur nous. Donc il y a des projets qui ont effectivement été arrêtés, retardés, mais de la même manière, il y a des projets qui ont été accélérés parce qu'il y a eu un besoin de mieux intégrer les forces d'intervention au sein du SI de l'entreprise. Et donc, forcément, ça a accéléré un certain nombre de projets. Donc, dans l'ensemble, je dirais que ça a été assez neutre, même si, effectivement, ça n'a pas été neutre partout. En fait, c'est plutôt, il y a des choses qui se sont compensées d'un côté et de l'autre. Thierry Sapia, chez Temtonic, qu'est-ce que ça a donné? De la même façon, effectivement, on a plutôt été impacté autant nous-mêmes que par nos clients, plutôt par des notions de report de projet. Effectivement, rien ne s'est arrêté. On a plutôt bénéficié effectivement d'une nécessité d'accélérer la transformation digitale justement de pas mal de processus. Et malheureusement, même si on a tous vécu un peu cette période du Covid de façon assez impactante au niveau des organisations, des entreprises, mais elle a été un formidable accélérateur de transformation digitale. Et donc on a eu effectivement certains clients, on a eu le Grand Prix de Formule 1 en France qui utilisait notre solution et tout. Évidemment, tout a été plutôt reporté, mais on a permis d'accélérer toute la partie des process de facility management grâce effectivement à ces technologies, ces services, parce que on a la capacité aujourd'hui, avec ces approches un peu de SaaS, de mobilité, de couverture data, aujourd'hui de pouvoir vraiment transformer ces éléments-là. Donc on a plutôt eu un impact de report, mais qui ont permis de mieux se préparer effectivement aux peut-être prochaines étapes qu'on va rencontrer. Et là-dessus, en tant qu'éditeur, ça a plutôt été un booster pour nous et pour nos clients, justement, de dire à un moment donné, voilà, transformons-nous, il faut y aller vite, et le digital maintenant permet de faire ça. Alors les clients, justement, Vincent Canu, comment ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils ont par exemple changé leur procédure? Parce qu'il y a beaucoup de ces métiers qui sont très très attachés à un mode de fonctionnement bien précis. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu, si vous voulez, il y a eu deux grosses typologies de clients, on va dire. Il y a ceux qui n'ont pas pu travailler. Donc je vous donne un exemple très simple. Les gens qui travaillent en sécurité incendie, par exemple, doivent aller dans les différents bâtiments, vérifier les alarmes incendie, les capteurs, les systèmes de désenfumage, etc. Quand les entreprises sont fermées, les bureaux sont fermés, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas travailler, baisse d'activité de l'ordre de 90%. Donc ça a été très compliqué pour des gens de ce type d'activité.
Et de l'autre côté, on a ceux qui se sont retrouvés un petit peu débordés par un certain nombre de demandes de par la nature de leur travail, donc par exemple le médical ou autre. Et après, effectivement, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue procédure, ce que vous mentionniez, c'est évident que il y a tout un ensemble de procédures qui ont été mises en place, qui ont été intégrées dans les protocoles d'intervention, de manière à assurer finalement la sécurité des intervenants et la sécurité des clients finaux. Donc de ce dont on parle, c'est typiquement des choses assez simples d'un point de vue pratique. C'est l'inclusion par exemple de formulaires en mobilité qui vont vérifier que les techniciens ont bien, j'en sais rien, vérifié les procédures Covid dans l'entreprise où ils vont, qu'ils ont bien mis leurs équipements de sécurité, qu'ils se sont désinfectés les mains, qu'ils ont sécurisé la zone, etc., etc. Donc tout ce genre de choses a clairement été intégré dans les procédures. C'était des choses qui existaient déjà, mais c'est évident que ça s'est généralisé sur tous les domaines. Guillaume Laurency, vous l'avez dit, sur les 5000 personnes qu'emploie IDEX, à peu près 2/3 sur le terrain, donc c'est énorme aussi. La proportion est très très importante. Alors beaucoup d'entreprises ont eu comme réflexe de limiter autant que possible l'envoi de personnel sur le terrain. Est-ce que pour vous ça a été une option ? Non, c'est pas une option. C'est-à-dire que vis-à-vis de nos clients, en fait, ça, évidemment, pendant le Covid, on a des secteurs d'activité très très différents. Donc il y a des secteurs dans le tertiaire, par exemple, où effectivement l'activité a pu être un petit peu ralentie. Mais il y a des secteurs, par exemple, comme l'hôpital, où il est complètement crucial, vital pour le client qu'on soit là, qu'on maintienne les installations en fonctionnement. Et donc on a eu un peu cette dualité de certains secteurs un petit peu ralentis et d'autres secteurs où il fallait être de plus en plus sur le terrain. Voilà. Et je suppose qu'on verra ça dans la suite du déroulé, mais je rejoins un petit peu le constat sur le fait que pour faire ça, à un moment, garantir la sécurité de nos gens, c'est la priorité numéro 1 et que ça passe par la digitalisation. Et justement, quelles sont les mesures que vous avez prises pour protéger vos techniciens sur le terrain, à la fois en termes d'organisation, de process, de matériel, d'organisation de tournée Alors nous déjà, comme beaucoup, je pense, d'entreprises qui ont une vocation à être très terrain, la sécurité, c'est le fondamental numéro 1. C'est incontournable. D'accord ? Avec le Covid, ça a accéléré un certain nombre de transformations. Et notamment, aujourd'hui, le smartphone est quasiment devenu un EPI. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le smartphone, je vais vérifier que je suis en condition de sécurité, je vais pouvoir tracer le moindre risque détecté, la moindre alerte. Et on va pouvoir piloter tout ça à grande échelle et à distance de nos techniciens qui sont parfois sur des sites en intervention. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, une des premières choses qui est digitalisée, c'est la gestion de notre sécurité. Et tout ça pour raccourcir le temps de traitement, pour augmenter notre capacité à gérer cette complexité, notre capacité à prévenir le risque, en fait. Voilà. Et ça s'est fait, vous avez réussi à switcher rapidement dans ce nouveau mode de fonctionnement ? Je pense que, alors peut-être que c'est lié à la culture d'IDEX avec des techniciens assez responsables, en position un peu de responsabilité d'entrepreneur, mais je trouve que paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire en termes de culture, les gens de terrain sont les premiers à adopter ce genre d'outils quand ils leur rendent la vie facile, efficace. Chez nous, c'est l'outil le plus répandu, c'est le smartphone, c'est l'outil mobile en fait. Voilà. Vincent Canu, cette généralisation des modes de travail distants et nomades qui reste encore en vigueur dans beaucoup d'entreprises, est-ce que cela a contribué à enrichir les fonctions des solutions de gestion de métiers de terrain pour les lier, par exemple, systématiquement au travail collaboratif, aux plateformes de travail collaboratif ? Est-ce qu'on a élargi un petit peu le spectre des fonctions ? Alors, au niveau plateforme, je ne sais pas si on a élargi le spectre. Par contre, au niveau des utilisations, oui, clairement. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'on entend parler beaucoup de choses type remote assistance, la capacité à gérer, à assister à distance un technicien. Et c'est évident que la crise a, j'ai envie de dire, révolutionné l'adoption de ces technologies-là. C'était des choses qui étaient, on va dire, un petit peu confidentielles auparavant. On en parlait beaucoup, mais il ne se passait pas forcément grand-chose. C'est évident que maintenant, c'est un des sujets extrêmement importants autour du travail collaboratif dans une entreprise avec des intervenants terrain.
La capacité, finalement, pour un technicien qui va être tout seul, donc dans un contexte qui peut être effectivement pas forcément très très sûr d'un point de vue sanitaire, de pouvoir parler à quelqu'un, de poser des questions, d'éviter de revenir, parce qu'effectivement revenir, ça multiplie les interventions, donc ça multiplie les risques. C'est évident que ce genre de technologie, effectivement, même si elle était déjà présente, se trouve être beaucoup plus facilement déployable maintenant. Ça, c'est une évidence. Et ça, c'est des choses que vous aviez testées, que vous utilisiez un petit peu ou pas? C'est des choses que nous, on commercialise depuis plusieurs années, et c'est vrai que, honnêtement, la demande pour ce type de technologie depuis la crise sanitaire, je dirais, a explosé. Je dirais, dans tout projet maintenant qui se respecte, c'est un sujet qui se met sur la table. Là où avant, je dirais, c'était un petit peu le nice to have, le côté un petit peu gimmick, un petit peu geek qui venait par-dessus. Là, c'est vrai que maintenant, ça fait partie réellement des discussions, je dirais, des fonctionnalités au même titre que n'importe quelle fonctionnalité de base. C'est vraiment un changement assez fondamental. Et Guillaume Laurency, cette crise sanitaire a été pour de nombreux acteurs l'occasion de nettoyer au jet ou avec des choses un peu plus, des agents un peu plus corrosifs que les équipements grand public ne supportent pas forcément. Question ouverte. Guillaume Laurency. Moi, le vécu, c'est plutôt pour nous que la plupart du matériel mobile, il est nominatif. Donc en fait, on n'a pas été confronté à ce besoin particulier parce que voilà, le technicien il a son smartphone qui est un peu durci, mais pas non plus très très durci, et ça suffit très bien comme ça. Et on n'a pas eu la problématique de nettoyer le matériel. C'est vrai qu'on a vu sur certains clients effectivement ce genre de requête, ce genre de questions où on nous a posé des questions. Est-ce qu'il faudrait que je prenne? Est-ce que vous marchez sur tel type de terminal parce qu'on voudrait changer? J'ai envie de dire, moi en tant qu'éditeur, la question est pas forcément problématique parce que j'ai envie de dire que ça soit un terminal durci Android ou un terminal pas durci, pour moi ça change pas grand-chose. Maintenant, c'est vrai que c'est des choses qu'on a vues un petit peu. Faut quand même garder à l'esprit que les téléphones modernes, maintenant, beaucoup sont étanches, peuvent se laver même à l'eau, au savon, sans aucun risque. Donc je pense que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Après, les vrais terminaux durcis, pour les gens qui vont aller dans des zones compliquées ou des zones ATEX, j'en sais rien, moi, du pétrolier, de l'énergie, effectivement, c'est vrai que il y a de toute façon une culture d'avoir un terminal durci, ne serait-ce que parce que quand le technicien il doit bouger plein de matériel, plein de choses, un système grand public est un petit peu compliqué. Clairement, le type de terminal dépend vraiment de l'usage, à la fois s'il est durci ou pas et sa taille. Nous, on a des usages très différents et le terminal, c'est comme ça qu'on le détermine. C'est pas forcément en fonction du besoin de nettoyage. Thierry Sapia, est-ce que ça a été une question chez vos clients, le choix du terminal ou l'utilisation plus intense ou pas de terminaux durcis? Pas vraiment, parce qu'en fait, la notion d'usage effectivement des terminaux s'adapte effectivement au regard des besoins des utilisateurs. Bon, nous, on n'est pas fournisseur de terminaux, donc plutôt les entreprises adaptent leur flotte au regard de leurs besoins. Maintenant, après, ça reste aujourd'hui des équipements qui sont considérés un peu comme quand même je ne vais pas dire du jetable, mais je dirais que de notre côté, ce qu'on a pu ressentir, c'est plutôt que l'important, c'était de savoir que l'application soit accessible depuis n'importe quel terminal. Qu'il soit d'un petit smartphone, qu'il soit d'une tablette, qu'il soit d'un ordinateur, c'était plutôt la capacité à se connecter au système d'information. Et ça arrive de plus en plus aujourd'hui que dans des entreprises, ce soit même les smartphones des collaborateurs qui sont propres, qui soient utilisés pour interagir dessus. Ce qu'on leur met à disposition, c'est plutôt l'écosystème, l'application. Et après, pourquoi? Parce que certains utilisateurs préfèrent dire à un moment donné, voilà, moi je suis plus iOS que Android, mais à un moment donné, c'est plutôt cette capacité à dire, moi, l'application elle est universelle, le système d'information est accessible de façon universelle. Après, voilà, à vous de voir, quoi. Là où je vous rejoins complètement, c'est que nous, on est complètement dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que nos applications critiques doivent être accessibles de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quoi, on va dire, pour faire simple. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence si je suis sur
un appareil mobile type PC ou si je suis sur un appareil mobile type smartphone, on doit pouvoir travailler. En fait. Alors, vous avez utilisé, en préparant cette table ronde, une formule intéressante concernant les interventions de terrain. Vous disiez, si on ne peut pas aller sur le terrain, il nous faut de la data. Alors, de quelle data on parle et comment on collecte cette data qui est utile au travail des techniciens sur le terrain? Il y a plein de données, en fait. Dans nos métiers, on gère des installations complexes, parfois dans des environnements complexes, avec des contraintes clients qui peuvent être particulières, des exigences. Et donc ça fait plein de données, à la fois des données qu'on doit être capable de relever, d'interpréter, éventuellement de restituer. Donc nous, on a un enjeu effectivement qui est de plus en plus important et qui est un axe de travail permanent, qui est vraiment que le technicien, ses outils, les outils qui permettent de suivre plus globalement nos opérations, soient très 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 connectés à ces données de terrain. Donc ça peut être de la donnée physique, de la donnée des relevés de température, de compteurs, de la donnée interprétée d'une GTB, GTC, d'un automate, etc. Ça peut être de la donnée plus financière, facturation de l'énergie. Et tout ça, on doit être capable de lui donner du sens et surtout de la restituer très rapidement aux équipes opérationnelles pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions en autonomie, puisque le métier, ils le connaissent. Mais bien souvent, la question, c'est d'aller au bon endroit au bon moment, parce que la donnée a parlé et parce qu'on sait qu'on doit intervenir. Voilà. Alors, au-delà des outils de mobilité, est-ce que cette situation vous a amené à revoir, à repenser l'ensemble de votre système d'information? Est-ce qu'il y a eu des impacts de ce point de vue-là? Je pense que la refonte du système d'information, elle n'est pas liée au Covid. Je pense que de toute façon, il y a un mouvement de fond, comme quand on parle de transition écologique, de changement de modalité de transport, etc. Il y a des mouvements de fond comme ça qui étaient déjà là. Le Covid a plutôt un petit peu accéléré certaines prises de conscience, en fait. Et il y a des éléments qu'on refond effectivement. Donc, je parlais de la donnée, on a des axes très importants sur cet axe-là. On a aussi avec du travail qui peut être de plus en plus distant, avec des modalités un peu particulières, on en parlera certainement un petit peu plus, mais des enjeux de cybersécurité qui sont de plus en plus importants. Donc oui, il y a des refontes. Je pense que les grands caps de ces refontes étaient déjà plus ou moins là. Je pense que le Covid est plutôt en train d'accélérer certains axes que de les changer. Voilà. Donc, vers le cloud, enfin, vous étiez déjà dans un mouvement vers le cloud, vers une googlilisation de vos outils? Clairement, avant le Covid, le cloud était un peu léger chez nous, même si c'était un cap qui était pris. Mais clairement, là, on est dans un mouvement très important vers le cloud pour justement favoriser tous ces usages collaboratifs et des usages aussi en mobilité. Voilà, des usages où on peut travailler de n'importe où, n'importe quand, et sur l'appareil qui va bien, parce que c'est le moment de le faire. Voilà. Oui, j'ai envie de rajouter là-dessus, parce que c'est vrai que le cloud, effectivement, bon, c'est une tendance de fond depuis plusieurs années, hein, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai quand même que effectivement, le Covid a rendu obligatoire le fait que l'ensemble des données soient disponibles effectivement partout, tout le temps, parce que tout le monde d'un coup s'est trouvé à travailler en télétravail ou ci ou ça, et donc forcément, ça a accéléré la question. Mais j'ai envie de parler d'une autre tendance aussi qui clairement est une tendance de fond, c'est toute la notion d'expérience utilisateur, où on est tous habitués en tant qu'utilisateurs finaux, je dirais consumers, d'avoir en permanence l'accès à toutes nos données. Et j'ai envie de dire, au niveau des entreprises, il y avait un certain retard sur ce sujet-là. Et le fait que là, tout le monde s'est retrouvé finalement à travailler effectivement avec son ordinateur, sa tablette, son smartphone, l'attente de l'utilisateur final, elle est finalement de dire oui, mais pourquoi est-ce que j'ai pas la même chose que ce que j'ai moi quand je fais mes trucs pour moi que quand je suis dans mon entreprise. Et c'est vrai que du coup, ça a quand même accéléré pas mal les choses sur effectivement le déploiement de cloud, le déploiement on parlait de géolocalisation, on parlait de smartphones, de tablettes, etc. Tout ça, c'est des technologies où
les gens, en tant qu'individus, sont habitués à ce genre de techno et d'une certaine manière se disaient, bah oui, mais quand je suis dans mon entreprise, j'ai pas accès à ce même niveau de technologie et je le veux. Et là, la crise a fait que, je dirais, les deux choses sont devenues proéminentes et donc ça a accéléré les choses. Thierry Sapien, un commentaire? Ouais. En complément, effectivement, je parlais d'un cas client d'une entreprise un peu similaire à ce qu'on parlait tout à l'heure, qui est dans la gestion, effectivement, de la gestion des interventions dans des bâtiments. La crise, ce qu'elle a permis, en fait, véritablement de faire, c'est de se dire que, comme les techniciens n'avaient plus la capacité d'intervenir dans l'entreprise pour collecter de l'information, il a fallu vraiment la distribuer de façon beaucoup plus omniprésente. C'est-à-dire que le technicien, il doit avoir toute l'information, l'historique des précédentes interventions, chose qu'auparavant, il n'y avait peut-être pas forcément accès. On lui donnait un ordre de travail, il intervenait pour une mission, et à partir de là, le job était fait. Là, ce dont il avait besoin, c'est de dire, puisque tu n'interviens plus dans l'entreprise pour collecter ces informations-là, il te faut que tu y accèdes en permanence, parce que maintenant, donc du coup, les entreprises ont réadapté leur processus, ils ont accéléré un peu cette réadaptation-là, même si ça faisait peut-être partie des réflexions, mais là, il n'y a pas le choix. Donc il a fallu accélérer dessus. Et le deuxième élément, c'est de se dire qu'on a réduit en fait les étapes en fait de quelque part de validation et d'intervention. C'est-à-dire que là où auparavant le technicien disait bon, j'ai terminé mon intervention, le service des travaux renvoyait un bon d'intervention après au client pour qu'il le signe, etc. derrière. Là, la capacité à pouvoir dire j'interagis directement le technicien avec 2 zones de commentaires et d'éléments, ben, il a terminé, il fait tout de suite signer le client, ont été aussi des accélérations de transformation des process qui ont permis évidemment de réduire les étapes, de réduire le temps et d'être encore plus efficient en fait. Les années 2020 à 2021 ont été des années noires côté cyberattaque. Donc les cyberattaques ont augmenté de façon exponentielle sur absolument tous les secteurs d'activité, entreprises, collectivités, hôpitaux. Ça a été vraiment une hécatombe. Est-ce que vous avez été interpellé par vos clients sur ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des préoccupations particulières qui se sont exprimées? Alors, moi, je ne pense pas que ce soit lié à 2020-2021. Hein. Mais même si effectivement, je dirais, c'est peut-être de plus en plus médiatique. Mais il y a effectivement, enfin, on a tous entendu parler oui, effectivement, de toutes ces histoires d'hôpitaux, d'infrastructures gazières aux US, etc. Enfin bon, bref, tout un ensemble de choses. C'est dans le milieu de l'informatique, en tout cas en tant qu'éditeur logiciel, nous on a une responsabilité depuis toujours en fait d'essayer d'assurer la sécurité. Alors par contre, c'est une lutte permanente. Donc on a tout un ensemble de processus d'accréditation, bon on ne va pas rentrer dans le détail, mais tous les ISO 27000 et ce genre de choses qui permettent effectivement de s'assurer de la sécurité du système. Après, il y a tous les modes de déploiement également qui doivent être pris en compte. Donc quand on parle de cloud, le risque n'est pas le même que quand on est sur un data center en propre, qui, pour information, n'est pas forcément plus sûr. D'ailleurs, parce que je pense que, je voudrais me battre contre cette idée fausse que si c'est sur mon ordinateur, c'est plus sûr que si c'est sur un cloud ailleurs. Mine de rien, il y a quand même des gens dans les fournisseurs de solutions cloud qui qui sont spécialisés sur le domaine. Et donc, mais ce sont du coup des contraintes, des risques différents à prendre en compte et qui, forcément, c'est des sujets sur lesquels, je dirais, on travaille tous les jours. Mais j'ai envie de dire, la conclusion, ça reste quand même que dans 90% des cas, le maillon faible, ça reste quand même vous et moi. L'humain, oui. Et la personne qui clique sur le mauvais mail. Thierry Sapien? Effectivement, la principale problématique vis-à-vis des entreprises, c'était de se dire, c'était pas la notion de la sécurité de l'information, parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui sont en natif, qui doivent être aujourd'hui certifiés, garantis. C'était plutôt le fait de dire que si le technicien ou l'ensemble des gens qui interviennent sur le terrain sont malades, comment est-ce que je peux continuer à me garantir que je suis capable de récupérer l'information, parce que l'activité de la boîte, l'entreprise, elle continue. Et donc, c'était plutôt par rapport aux problématiques d'organisation humaine, d'organisation de planification d'intervention, c'était sous cette garantie-là. Comment je récupère mon information pour être capable de gérer comme s'il ne se passait rien, en fait. Guillaume Laurency, vous avez été de votre côté amené à revoir ou à renforcer votre cybersécurité? Alors, je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis des humains, le fondamental, c'est la sécurité. Vis-à-vis des systèmes informatiques, que ce soit de systèmes informatiques de gestion ou même industriels, le fondamental, c'est la cybersécurité. Et ça, c'est à la fois... on n'a pas attendu le Covid pour ça.
Et en même temps, quand on regarde effectivement les courbes avec le Covid, on voit que les 2 dernières années, ça fait les menaces, les attaques suivent une exponentielle. Donc évidemment, c'est complètement au cœur de nos sujets. Dans ce cadre-là, il y a des démarches pour sensibiliser les humains, parce que c'est 95% du risque, on est bien d'accord. Et effectivement, on est amené à renforcer toutes les mesures de cybersécurité, et pas seulement pour notre risque à nous, mais aussi parce que les clients sont de plus en plus exigeants. C'est-à-dire que nos clients à nous, qui attendent un niveau de service, sont de plus en plus vigilants aussi sur la capacité à garantir que la cybersécurité sera tenue. On a aussi une petite particularité chez IDEX, c'est qu'on intervient parfois sur des marchés assez pointus, type militaire, OIV, etc. Et donc là, le niveau de cybersécurité qu'on doit fournir est un cran supérieur. Pour la grande majorité de nos opérations, là où je vous rejoins, c'est que le mouvement vers le cloud, s'il est bien fait, participe à la cybersécurité, parce que c'est toujours plus robuste que tout ce qu'on peut faire en local de façon un peu dispersée. Si c'est bien fait. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un des axes, c'est-à-dire que ce mouvement vers le cloud qu'on est en train de faire, il est scruté sous cet axe-là aussi. Et c'est aussi un des objectifs de ce mouvement. Voilà. Alors, je voudrais surtout pas être un oiseau de mauvais augure, mais on voit que les contaminations repartent à la hausse. On parle d'une 5e vague de Covid-19, même si la vaccination a beaucoup progressé, on vit avec aujourd'hui. S'il fallait reconfiner, quelle serait votre première mesure ? Guillaume Laurency, est-ce que tout est prêt déjà ? Vous êtes... Moi, je ne serais pas très inquiet d'un reconfinement pour IDEX, parce qu'on a démontré une forte résilience de nos opérations face aux précédents, alors que justement un certain nombre de transformations étaient encore latentes et pas tout à fait abouties. Donc je pense qu'on serait aujourd'hui relativement robuste face à ça, et que les gens, que nos troupes seraient capables de travailler. Enfin, je suis assez serein. Donc en fait, la première mesure serait presque de dire il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, notre SI, il est déjà en capacité d'absorber ce choc. Je pense que les opérationnels auront plus de mesures à prendre pour s'adapter à, justement aux opérations, aux impacts qu'il peut y avoir sur les opérations. Mais d'un point de vue SI, je ne serais pas très inquiet aujourd'hui. Vincent Canu ? Oui, nous, c'est vrai qu'on est par nature, comme j'expliquais au début, quand même d'un point de vue organisationnel, on travaille quand même beaucoup en équipe virtuelle. De par notre métier, on est habitué, voilà, tous les matins, tous les jours, je fais des réunions virtuelles, un petit peu comme tout le monde, mais c'est vrai que je fais ça depuis 20 ans quasiment. J'ai envie de dire, ça ne va pas forcément changer. Après, c'est sûr qu'on va revenir au problème qu'on discutait tout au début de notre échange, qui est que certains clients vont se retrouver quand même dans le nez dans le mur, et du jour au lendemain, il va falloir essayer de les assister au mieux. Ça complique quand même les choses, parce qu'on ne va pas se mentir. C'est vrai quand même que, par exemple, quand vous êtes dans une phase de projet, une phase de déploiement avec un client, qu'il faut organiser, je ne sais pas, des ateliers de conception, des ateliers de design, comprendre quels sont les processus métiers, etc. C'est quand même beaucoup plus difficile à faire sur un Teams, un Zoom, que de le faire autour d'une table. Mais j'ai envie de dire, ça se fait quand même. Donc nous, de notre côté, je pense que ça se passera plutôt pas trop mal. Par contre, l'objectif, et c'est vrai qu'on a quand même acquis de l'expérience, ça sera pour aider clairement nos clients à avancer, leur proposer des choses pour continuer à aller sur le terrain, continuer à faire fonctionner leurs opérations. Dernière question, Thierry Sapiez, est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Je pense qu'il y aura effectivement un après qu'on a déjà un peu vécu. Je pense j'ai un peu notre sentiment que depuis quelques mois, on vit avec cette situation. Les entreprises se sont adaptées, les hommes se sont adaptés. Pas très inquiet si jamais il y avait une nouvelle vague qui arrivait comme ça. Je pense que ce serait plutôt une notion de disponibilité. Aujourd'hui, les gens déjà travaillent pas mal en télétravail, à distance. Les technologies encore sont là maintenant, elles sont maîtrisées, et
Auparavant, il y aurait peut-être que quelques années, ça aurait été compliqué. Hein, effectivement, là-dessus. Maintenant, le déploiement des réseaux, des technologies et l'approche des métiers maintenant et des services qu'on peut appréhender. Donc, l'après, on le vit. Il faut toujours être quand même vigilant parce qu'on ne sait pas. On s'attendait pas il y a quelques mois à ce que ça nous arrive à tel point. C'était dur pendant quelques semaines. Pour des entreprises, je pense que ça a pu être compliqué pendant quelques mois, hein, au-delà des impacts économiques. Mais sur l'aspect organisationnel, étonnamment, je trouve que ça c'est tous nos clients. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui s'est retrouvé devant un mur où il a dit à un moment donné, c'est foutu, quoi. Non. À un moment donné, on a adapté, le techno était là, les moyens sont là. Aujourd'hui, bon, on s'adapte. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir être agile aujourd'hui. Et à partir de là, je pense que on est plutôt sur la bonne voie. Enfin, je pense que la croissance, elle est quand même bien repartie malgré tout ce qu'on a pu vivre ces derniers mois. Donc, c'est plutôt, voilà, je pense plutôt positif, quoi. Bien, bon, on va rester sur cette note optimiste et positive. Merci en tout cas, messieurs, de votre participation. Si jamais il y a est-ce qu'on a une question éventuellement dans peut-être dans notre auditoire, pas très fourni malheureusement. Non, si ce n'est pas le cas, il me reste à vous remercier encore et merci à vous. de Merci à votre vous. présence. Merci. Merci.